Merci pour votre attention et pour vos questions. Et enfin, je vous remercie, monsieur le professeur. Bien, donc j'invite Christina Chinaoui. Déjà pour ceux et celles qui et ceux qui n'étaient pas là, donc tout à l'heure, M. Elsa, malheureusement, ne sera pas parmi nous. Donc on va passer la parole à Mme Christina Chinaoui. Donc, Mme Christina Chinaoui est professeure à l'Université de bien sûr à la faculté des sciences de l'Einstein, et les géochimistes et planétologues. Il a introduit à partir de 2001 l'étude des météorites au Maroc, et bien sûr, elle est auteure de plusieurs publications scientifiques. Pour insister sur le fait qu'elle est membre du Comité international de nomenclature des météorites et également ex-membre du Conseil de la Meteorological Society. La méthodologie, et je vous invite à découvrir les activités de cette fondation parce que c'est très important et donc vous pouvez consulter le Facebook ou le site web pour découvrir toutes les activités de la fondation AREP et bien sûr le professeur Chinaoui. Donc là aujourd'hui il va nous parler sur une richesse scientifique et un patrimoine au service du développement territorial. Le temps qu'il installe. Bonjour à tous. Vous êtes bien téméraire de rester ici à cette heure. Les organisateurs pour leur invitation. Donc, c'est un énorme plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous pour partager une partie du travail qui est réalisé au sein de l'Université de la Faculté des Sciences de l'Einstein sur les météorites et représente un patrimoine qui est exceptionnel et qui se prête très bien en fait au développement des territoires. Donc, alors, avant de commencer, je vais vous dire à quel point je suis émue d'être aujourd'hui à l'occasion justement de cette débat de projets qui me sont très chers et c'est un honneur pour moi d'être ici pour cette occasion-là. Merci à tous. Alors, donc, on va faire un petit voyage très très rapide. Je vais essayer de ne pas être trop long dans l'espace, dans le temps, pour atterrir dans ça. Donc, juste pour commencer, en fait, si on se pose la question de savoir d'où viennent les constituants de notre système solaire,
et en fait, quel est l'apport des météorites par rapport à cela. Et on va voir rapidement que l'univers est très ancien, il est daté de à peu près 13,8 milliards d'années. Cette datation et tout ce que l'on connaît sur cette histoire de l'univers est plutôt, revient plutôt aux travaux d'astrophysique qui sont réalisés par les astrophysiciens. Mais en fait, donc, on va voir que les météorites ont eu un apport et continuent d'avoir un apport exceptionnel par rapport à cette connaissance, non seulement de l'histoire de la Terre, des planètes du système solaire, etc., mais aussi de l'univers. Alors, bien sûr, ça c'est quelque chose que, il y a des étudiants qui ont fait de géologie, tout le monde a étudié ça en première année. Donc, vous savez que le Soleil, qui est notre étoile, est une étoile qui est jeune, qui est petite de taille, et qui se situe dans la branche, principale. Et donc, de ce fait, c'est une étoile qui n'est composée, qui ne devrait être composée que d'hydrogène et d'hélium. Elle n'a pas encore atteint le stade qui va lui permettre, par exemple, le stade de géante rouge, qui va lui permettre d'arriver à développer, à fabriquer des éléments chimiques plus élaborés que l'hydrogène et l'hélium. Donc, en fait, une étoile jeune, petite, qui ne peut pas produire les éléments que vous avez dans votre corps, que vous avez sur Terre, etc. Nous ne sommes pas fabriqués uniquement d'hydrogène et d'hélium. Donc, d'où viennent tous ces éléments? Alors, là aussi, en fait, donc, vous avez les deux éléments hydrogène et hélium qui ont été créés à partir des Big Bang et qui continuent dans toutes les étoiles jeunes et petites. Et puis, des éléments un petit peu plus lourds qui vont aller jusqu'au fer, qui sont dans plutôt des étoiles qui vont être des géantes rouges, des supergéantes. Et puis plus tard, beaucoup plus tard, lorsque vous avez l'explosion d'une supernova, eh bien vous allez avoir tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Mais oui, ok, d'accord, mais nous appartenons au Soleil. Donc, en fait, tous ces éléments, on a accepté par l'astrophysique que les éléments autres que l'hydrogène et l'hélium qui sont dans le système solaire sont exceptionnel, extraordinaire, qui est révolutionnaire, qui révolutionne beaucoup de choses, parce que ce que l'on admettait comme étant une certitude d'éléments qui sont hérités,
de l'explosion d'une supernova. Là, on le voit physiquement sur des objets qui sont issus de météorites. Alors, juste, ça c'est une publication de la semaine dernière, que vous avez dû tous voir certainement, qui est là aussi quelque chose de fabuleux, parce que, on trouve une météorite qui est de type andésite, donc ça c'est rarissime, et j'ai posé la question aux collègues qui ont travaillé là-dessus en leur disant, mais quand vous avez eu cette roche dans les mains, pourquoi vous l'avez analysée? Parce que moi, on me la ramène au labo, je dis, c'est pas une météorite. Je vais pas, il n'y a pas de courbe de fusion, il n'y a rien du tout. Vraiment, la personne qui a analysé cette roche, je trouve qu'elle a eu, en fait, une intuition extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette roche? Eh bien, vous avez vu la géochrone, qui est à 4,55. Dans cette roche, qui est une andésite, eh bien, la roche elle-même, non pas des éléments comme on a vu dans la diapo précédente, mais la roche elle-même est datée de 4,565 milliards d'années. C'est-à-dire que c'est plus ancien que, en fait, la roche elle-même est plus ancienne que ce qui est daté, en fait, dans tout ce qui est connu dans le système solaire. Et donc, en fait, ça comble une partie de l'histoire de la formation des planètes dans le système solaire et entre le passage de la naissance du système solaire et la formation des planètes. Et donc là, c'est un corps chondritique, un peu plus ancien, etc. Donc, un apport extraordinaire à la connaissance. Et cette météorite est originaire du Sahara. Alors, les chondrites carbonées, très rapidement, pourquoi elles sont extrêmement importantes? C'est parce que, donc, on pense que, en fait, donc certaines d'entre elles sont d'origine planétaire et que l'eau sur Terre a au moins, en grande partie, une origine planétaire. Là, vous voyez, en fait, tout ce qui est en gris, là, c'est la partie de toutes les roches terrestres. Et ce que vous avez ici, ça c'est en fait des analyses qui sont faites sur Itokawa, donc c'est sur l'astéroïde, donc le retour d'échantillons, et quelques chondrites carbonées, vous voyez que en fait ça correspond très bien à la partie de roches terrestres. Donc quand on voit les signatures des chondrites ordinaires, elles sont absolument en dehors et ne collent pas du tout. C'est pour démontrer d'ailleurs voilà, que les chondrites carbonées répondent bien à cette origine extraterrestre de roches de l'eau sur Terre. Autre intérêt important, c'est la découverte également en fait en 2019. Non seulement on a trouvé des éléments qui sont anciens, mais là on a trouvé carrément des bioriboses et des sucres dans des météorites primitives. Donc, en plus de l'origine de l'eau, là, on parle de l'origine de la matière organique que l'on trouve sur Terre. Cette matière organique, elle est prospectée un petit peu partout dans toutes les roches extraterrestres. Là, c'est sur Tissé, c'est une météorite martienne qui est une chute observée marocaine dont je parlerai tout à l'heure, où en fait, on a trouvé également de la matière organique et où on a réussi à suivre un petit peu l'impact de fluide sur cette matière organique sur Mars. Autre étude de cette semaine, sur une météorite martienne qui est collectée dans le Sahara également, où en fait on a réussi à démontrer que dans ce type de météorites martiennes, qui sont les navies, il y a des espèces de vides qui auraient pu héberger des ébauches de vie sur la planète Mars. Et donc, ça c'est publié dans l'astrobiologie, et c'est juste pour dire qu'en fait, il y a des intérêts multiples à travailler sur les météorites, et il y a des travaux qui continuent à être faits, et que ces travaux sont faits sur des roches qui viennent essentiellement du Sahara. Alors, ça c'est une image qui est très connue, c'est ALH, c'est une météorite martienne qui a été collectée en Antarctique, à l'Antarctique 001, et dans laquelle on a pu
voir une bactérie. On a même le président des États-Unis à ce moment-là avait déclaré que, en fait, on a démontré la vie sur Mars. Il s'est avéré par la suite donc, que c'était plutôt en fait une contamination terrestre. Et donc jusque-là, on n'a pas encore de preuve de vie, en fait, d'organisation de matière organique biologique dans les roches extraterrestres. Beaucoup d'intérêt, l'origine de la Lune, qui est maintenant acceptée comme étant issue d'un impact sur une photosphère, qui est montré par, dans l'enregistrement de l'histoire que vous avez dans le météorite du Late Mini Bombardment, donc le bombardement tardif, qui a concerné un grand nombre d'objets dans le système solaire. Alors, ici, juste pour montrer un travail qui a été publié en 2015 et qui démontre la corrélation entre des extinctions massives de différentes espèces sur Terre et des épisodes volcaniques importants, mais également, en fait, la formation de cratères d'impact importants. Et j'ai mis en rouge toutes les corrélations entre les extinctions, parce que on va en parler tout à l'heure, l'extinction la plus connue des dinosaures, 65 millions d'années, cratère de Chicxulub, etc. Mais là, en fait, dans ce travail, il est démontré que beaucoup d'extinctions massives d'espèces ont coïncidé également avec des chutes de météorites de grande taille, d'astéroïdes de grande taille. Alors, très brièvement, les météorites, bon, il y en a différents types, elles sont classifiées, certaines sont primitives et ce sont en gros les compris, et d'autres sont différenciées. Celles qui sont différenciées viennent de corps qui ont eu le temps et l'énergie pour développer un noyau, un manteau et une croûte. Donc on peut récupérer des météorites de type météorites de fer, des sidérites, qui sont le noyau de protoplanètes qui sont disloqués, les météorites mixtes qui sont le manteau de protoplanètes qui n'existent plus, qui sont disloqués, et puis vous avez toutes les météorites qui sont les météorites lunaires, les martiennes, les météorites qui viennent de gros astéroïdes, qui sont très semblables à des roches terrestres magmatiques, comme on a vu tout à l'heure, qui sont essentiellement des basaltes, mais on a vu tout à l'heure que ça pouvait aussi être de l'andésite. Pétrographie classique, rapidement, donc c'est des sortes de péridotites pour les chondrites, avec beaucoup de fer et de métal, avec des sulfures également. Dans les achondrites, bon, c'est un liquide qui est formé par fusion partielle de basalte et de péridotites. Dans les météorites de fer, en fait, et les météorites mixtes, chez Higgs, c'était l'équivalent d'un noyau du manteau d'une protoplanète. Donc c'est relativement similaire à ce que, quand on travaille sur la pétrographie, quand on travaille sur la géochimie terrestre, on est capable de lire la géochimie extraterrestre parce que c'est des phénomènes similaires. C'est une minéralogie qui est en grande partie similaire avec une minéralogie de roches magmatiques basiques, voire intermédiaires, avec des olivines, des pyroxènes, des plagioclases, du métal. Alors ça c'est exceptionnel parce que le métal dans les météorites est du métal natif. Ça c'est unique aux météorites. Ce n'est pas de l'oxyde de fer, c'est du fer nickel sans oxygène. Et sur Terre, tout le fer qui est connu et qui est extrait de minerais de fer est combiné avec l'oxygène. Donc, métal, donc sous forme de capacité de kémite, qui sont cristallisés, et ça c'est important, des structures qui sont de la cohésion, etc., et quelques minéraux accessoires, des phosphate classiques et quelques minéraux accessoires. On a des façons de déterminer les météorites en plus de l'identification macroscopique. Donc on peut identifier les météorites par leur susceptibilité magnétique du fait qu'elles contiennent du métal. Et donc vous voyez qu'il y a différentes familles qui sont regroupées, qu'on met l'ordinaire, qu'on met carboné, les achondrites, etc. Une méthode fondamentale pour classifier et identifier les météorites, notamment celles qui sont semblables aux roches magmatiques terrestres, ce sont les isotopes de l'oxygène. Les isotopes de l'oxygène représentent
quelque chose qui est très important pour nous, en fait, en géochimie. Et vous voyez clairement que chaque famille de météorites a une signature qui lui est propre, comparativement à la ligne de fractionnement terrestre, dans laquelle vous avez toutes les roches terrestres et l'eau terrestre, etc. Où est-ce qu'elles sont collectées, notamment dans les déserts, que ce soit les déserts chauds ou froids, pour des raisons évidentes, pour un substratum qui est clair et qui permet de voir les objets qui sont un peu plus sombres, et puis surtout, parce qu'il y a une accumulation avec le temps dans les déserts du fait d'une interaction qui est plus faible, parce qu'il n'y a pas d'eau liquide, etc. Ou peu d'eau. Alors, bien sûr, le Sahara est un lieu privilégié de découverte de météorites pour différentes raisons, parce que au niveau du Maroc, nous avons un grand Sahara. Ce Sahara est habité, il est sécurisé. Tous les gens qui travaillent sur le Sahara, vous savez que vous pouvez aller en mission, vous installer, camper, passer la nuit, etc. Vous n'êtes pas donc il y a en fait un espace qui est sécurisé, il y a des nomades qui sont devenus experts en matière de météorites, il y a une communauté de chasseurs de météorites qui est très compétente et bien installée, et donc ceci donne à cet espace du Sahara marocain une position privilégiée et unique dans le monde en termes de collecte. De météorites de valeur, de météorites rares et de valeur. Je dirais ici, en fait, pour les achondrites, les brachinites, les andrites, les météorites martiennes, les météorites lunaires. Ces météorites qui sont exceptionnelles et rares, ceci est la proportion. Par exemple, au Maroc, nous avons récupéré 90% des brachinites connues. 70% des météorites lunaires, 77% des martiennes, etc. Donc c'est vraiment une source de météorites rares. Alors, c'est pas qu'il y en ait plus, c'est qu'il y a un intérêt commercial. Pour qu'une météorite soit officielle, il y a une méthodologie à suivre, il y a en fait une norme à suivre, et elle est publiée dans la thèse et dans l'article ici aujourd'hui. Il y a travaillé sur la méthodologie de classification des météorites du Maroc. Donc, on passe par l'analyse, classification, déclaration, publication dans le Meteorite Ultime, et à partir de là, lorsque cette météorite est publiée, maintenant nous avons une base de données dans laquelle il y a toutes les météorites officielles, on peut dire que la météorite existe vraiment, et on peut dire qu'elle est officielle. Donc, méthodologie, stratégie adoptée, recherche scientifique, donc publication, thèse, etc. Donc, je vais en parler un petit peu. Formation académique, donc nous avons
en fait, il y a un cours de géochimie dans lequel il y a une partie de cosmochimie très importante qui a été introduite dans les cursus de STU en S5, et je pense que tous les collègues qui enseignent la géochimie savent. Donc ça a été introduit, il me semble, dans la dernière réforme, à peu près une année. Beaucoup de communication pour faire connaître ce patrimoine et cette richesse à tous les Marocains et aux décideurs, etc. Et en fait, quelque chose qui est important, c'est le fait d'avoir donné des noms marocains à toutes les météorites tombées au Maroc depuis cette période-là, et avec une documentation qui est très bien faite. Alors, nous avons aussi créé un réseau d'observation du ciel, qui est le réseau MOFIP, Moroccan Observatory for Planetary Predictions, et donc c'est avec l'Université de Perth, avec l'Université Ahaway. Et ce réseau, il permet de scruter le ciel pour voir, en fait, pour suivre les météores. Alors, je présente un travail, très rapidement, les résultats d'un travail de thèse qui a été soutenu en 2019 par Maria Lewis, sur lequel on a travaillé sur la densité des météorites dans le Sahara du Maroc, en fait dans le Sahara de façon générale. Et ce travail qui a duré en fait 6 années, on a le résultat de ce travail, c'est que, en fait, alors je vais mettre le résultat que je reviendrai, c'est que, en fait, vous avez dans le Sahara une densité qui varie en fait entre 0,2 et 1 météorite au kilomètre carré. Donc, on a fait le calcul par rapport à toutes les météorites qui sont connues, celles qui restent à découvrir, etc. Et donc, pour faire l'histoire short, il reste entre 60 000 et 780 000 météorites qui pourraient être ramassées au niveau du Sahara. Alors, dans ce travail, dans le travail de Melia, nous avons aussi démontré, en fait, une corrélation entre l'altération des météorites, puisque les météorites, plus elles séjournent dans un milieu hydraté, plus elles vont être altérées. Mais on s'est rendu compte que les météorites qui sont récentes sont plus altérées, ça c'est le weathering, le W4, c'est plus altéré que, par exemple, celle-là, qui est beaucoup plus ancienne et qui est moins altérée. Et en fait, on est arrivé à voir que ça c'est les saisons humides et sèches, et on est arrivé à voir que, par exemple, pour une météorite qui est récente et qui est très altérée, eh bien, elle est tombée au néolithique qui était très humide. Donc, c'est pour cela qu'elle a été plus altérée que les autres. Je ne peux pas passer sans parler de Tissi, donc météorite martienne qui est tombée au Maroc en juillet 2011 et qui a été source de travail qui est extrêmement intéressant sur la planète Mars. Donc, une publication dans la revue Science. Et bien sûr, en fait, au-delà de cette publication, un grand nombre de publications qui ont été produites par différents collègues du monde entier et qui continuent à être produites. Et simplement, une petite fierté ici par rapport à un nouveau minéral qui a été découvert dans cette météorite et qui porte le nom de tissénite. Donc, c'est quand même important quand on appelle les choses par leur nom et qu'on leur donne une originalité et une appartenance, c'est important de voir que, en fait, ça peut donner des petits. Alors, des petits flashs par rapport à des météorites qui sont tombées au Maroc. Donc, en 2014, en juillet 2014, il y a eu la chute de cette météorite auquel on a donné le nom de Tirat. Donc, elle est également exceptionnelle. Peut-être que vous avez suivi dernièrement, il y avait une vente aux enchères sur les Christie's, pas retrouvé, et qui portait sur cette météorite-là en particulier. Alors, cette météorite, c'est une crique, donc elle vient d'un astéroïde, type Vespasian, et c'est le travail de thèse de Tamara Spiesel qui est aujourd'hui présent avec nous et qui travaille
il y avait des centaines de personnes qui cherchaient, et ça, c'est quelque chose qui se produit à chaque fois qu'il y a une chute de météorite au Maroc. Vous avez des centaines, des milliers de personnes, et bien évidemment, plus il y a de personnes qui cherchent, plus la probabilité de trouver est importante. Donc, voilà, bon, ça m'amuse de dire qu'il y a des gens qui sont opportunistes et qui savent comment tirer profit de situations, et que dans cet endroit où c'était vraiment impossible de passer, etc., il y avait quelqu'un qui vendait des pastèques et des meules. Revers de la médaille, dès que, en fait, les météorites sont déclarées, etc., vous trouvez ces objets qui sont en vente un peu partout, sur eBay, etc. Derzimour, août 2018, donc c'est une météorite sur laquelle nous avons fait la classification, déclaration, etc. Être au courant des travaux qui sont faits au niveau de notre université de la toute dernière, donc en août 2020, donc ça c'est une présentation que je donne la semaine prochaine, jeudi prochain, à la Lunar Planetary Science Conference, où j'ai une présentation orale sur cette météorite. Donc cette météorite est exceptionnelle, en fait c'est une chondrite carbonée, mais c'est une chondrite carbonée c'est une chondrite carbonée qui a une signature isotopique en oxygène qui est unique. Et donc, nous sommes en train de travailler avec les collègues pour faire une publication sur ces données-là par rapport à cette météorite qui peut donner lieu à un nouveau type de chondrite carbonée. Donc, toujours vraiment des deux côtés de la rue, de la route qui lie Rachidia à Lima, donc vraiment tout le monde est venu pour pouvoir ramasser, etc. C'est une petite chute au maximum 7 kg et tous les objets. Vous mettez une goutte d'eau dessus, elle s'en va, en fait elle se dissout. Contrairement aux chondrites exposés. Alors, un petit récapitulatif des chutes, non pas des trouvailles, parce qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, on en est à plus de 13 000, des chutes observées au Maroc, donc aujourd'hui on en a 22. Sur les 22, depuis Benguerir, en fait, nos équipes ont travaillé, ont déclaré toutes ces météorites-là, donc avec des noms marocains, avec une description très précise, avec une reconnaissance internationale. Et alors, quel impact? Puisqu'aujourd'hui, l'objectif, ce qui est demandé par les organisateurs, c'est de dire, bon, ok, nous avons ce patrimoine, comment on peut utiliser ce patrimoine pour, en fait, le développement des sciences, pour le développement. Donc, nous avons depuis 2 années créé la Fondation Attal, quand le professeur Sarté a parlé tout à l'heure. Donc, c'est une association qui est domiciliée au niveau de la faculté des sciences et de l'Université et qui a pour objectif la promotion des sciences et météorites de la planétologie.
Et dans cette fondation, donc au départ, c'était pour soutenir en fait les travaux de recherche, mais également, nous avons pris à cœur de faire aussi de la vulgarisation scientifique, de la promotion des sciences. On en parlait tout à l'heure, monsieur le président, mes collègues, monsieur les doyens. Donc, alors, comment est-ce qu'on peut contribuer autant que possible dans le développement territorial? Comment est-ce qu'on peut mettre à disposition ces objets pour le développement territorial? Donc, ce que nous avons commencé à faire avec la région de Aix-en-Provence, c'est qu'on est en train de monter quelque chose. Nous sommes en train d'essayer de monter une sorte de musée qui s'appellerait en fait la maison de la météorite. Parce que, pourquoi cet endroit-là? Parce que c'est une chute qui a eu lieu en 2008, etc. D'ailleurs, nous avons fêté le 12e anniversaire de la chute de Sainte-Barth dans la zone. Alors, nous espérons pouvoir mettre en place un musée dédié à cette météorite et aux météorites qui va développer voir l'art culinaire, vestimentaire, etc., pouvoir faire des tracking, etc., et puissent avoir une offre supplémentaire qui est une offre scientifique où on va leur parler un peu de l'histoire géologique de la région. Alors, donc ça, c'était... Alors, évidemment, là, pendant cette célébration, nous avons fait un événement au niveau du lycée Exil. Donc, pour les élèves du lycée, il y avait 200 élèves qui étaient là, conférences, vulgarisation, ils ont pu toucher les météorites, etc. Et toutes ces activités, en fait, qui sont faites à l'extérieur, dans le milieu rural, là, c'est, pour faire aimer les sciences de la Terre, là, quand vous parlez à des enfants, des lycéens de ces choses-là, juste vous évoquez le nom de dinosaures, donc ça leur parle automatiquement et ça leur ouvre les yeux. Et là, en fait, dans Aix-en-Provence, on avait fait 4 ateliers, un atelier pour les météorites, on avait fait un atelier pour les roches. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'élèves. Et d'ailleurs, les professeurs qui sont venus, on a pris les roches de la région, on les a présentées aux participants. Et donc, c'est un intérêt qui est en fait palpable, etc., pour ces sciences. Dernière activité, donc c'était juste la semaine dernière, donc Dakhla, où nous avons justement essayé de faire une présentation pour l'AREF de la région et les décideurs pour dire que bon, il y a un potentiel, on peut créer un musée régional, on peut développer ces sciences auprès des élèves, etc. D'ailleurs, nous avons animé des ateliers aussi bien à Dakhla qu'à Guergueres. Donc, juste pour placer un petit peu les idées, Maroc est très riche en météorites. Il y en a beaucoup qui ont été collectés et il y en a encore qui restent à collecter, mais on espère qu'on puisse avoir une collection nationale digne de ce nom. Il y a une recherche scientifique qui est faite et qui a une position internationale reconnue avec donc des doctorants, avec des postdocs, avec des gens avec des publications scientifiques, avec une représentativité au sein de la méthodologie systématique. Il y a un savoir-faire qui est inestimable, en fait, pour les populations du sud du Maroc, et en même temps, c'est une source de revenus qui est importante, et ça, il faut en tenir compte. C'est une grande valeur scientifique et patrimoniale à valoriser,
Et donc, ces objets-là, qui sont des objets extraterrestres, qui sont scientifiquement intéressants, peuvent être un levier du développement des territoires et des populations, et donc nous essayons d'y contribuer. Donc, je vous remercie pour votre écoute généreuse, et j'espère que c'est pas trop long. Merci. Merci, professeur Chinois, pour cet exposé relatif aux météorites et le rapport pour le développement territorial. Avant de donner la parole au public, justement, vous avez touché, je suis désolé, je ne peux pas vous le dire, qui a touché un point très intéressant concernant le patrimoine géologique qui regroupe non pas uniquement les météorites, les fossiles, et ce patrimoine est malheureusement mal exploité. Et à chaque fois, c'est le même discours, donc je ne vais pas tarder trop longtemps pour développer ce point, parce que c'est un point malheureusement qui peut servir pour le développement local, mais pour les décideurs, c'est bon, parce que on verra que ce sera fait un jour. Et s'il y a une ou deux petites questions, s'il vous plaît. Oui. Je remercie Madame Chinaoui pour cet exposé ainsi clair et riche en informations. On a dû voir plus de cette compte. Et personnellement, je m'attendais bien que Madame Chinaoui sera dans une émission de Montagne des 4, mais j'attends toujours sur notre chaîne. Déjà Pardon. Pas de problème. C'est juste que c'était ancien. Ah oui, j'attends toujours. Non, Ah oui. c'est bien. Ma question c'est que j'ai vu des météorites qui sont datés de 5 milliards d'années. Est-ce qu'un voyage dans le temps, parce que l'âge de la Terre c'est 4 milliards 500, et les météorites 5 milliards ici, est-ce qu'on peut parler d'un voyage dans le temps où ce sont des fossiles comment dans le temps qui arrivent sur notre planète? Donc, en fait, ce n'est pas la météorite qui est datée de 7,5 milliards d'années, c'est des objets, en fait, qui sont à l'intérieur. Donc, justement, j'ai bien fait la distinction entre l'andésite qui est, elle, c'est la roche, qui a 4,565 milliards d'années, et ces particules qui sont contenues dans une chondrite carbonée qui ont été datées de 7,5 milliards d'années. Et ces particules, on les explique, en fait, elles viennent combler un questionnement qui était là de dire, mais tous les éléments chimiques au-delà des ions qui sont sur Terre, ils sont hérités d'une supernova. Mais on le dit parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Mais dans ces objets qui ont été datés de 7,5 milliards d'années, cela démontre qu'effectivement, il y a des composants qui ont été soufflés par l'explosion d'une supernova et qui ont été ramenés au niveau du système solaire naissant. Donc, c'est quelque chose qui a été hérité de l'explosion d'une supernova, qui est beaucoup plus vieux, donc qui a 7,5 milliards d'années, et qui a été accueilli dans le système solaire naissant et accueilli dans des objets du système solaire naissant qui l'ont protégé. Donc, voilà. Donc, c'est pas la météorite, les chondrites carbonées, elles ont 4,56 milliards d'années comme les autres. Comme la plupart des chondrites. J'espère que ça répond à votre question. Une dernière question, c'est Kamal. Oui, merci pour votre exposé. Justement, vous avez parlé de la météorite andésite. Alors, comment on a su que c'est une météorite? Est-ce qu'on l'a vu tomber et la ramasser ou l'a trouver? Ça
peut être une roche très ancienne aussi sur Terre, comme la. Alors, si on arrive à trouver une roche très ancienne sur Terre qui a cet âge, c'est qu'on a fait une découverte exceptionnelle. Parce que, alors, comment on sait? Donc, je n'avais pas le temps de m'attarder sur en fait, les identifications. Donc, l'un des critères les plus importants, ce sont les isotopes de l'oxygène. Toutes les roches terrestres, tout ce que vous avez sur Terre, tout ce que vous voulez, si vous analysez les isotopes de l'oxygène dans tout ce qui est terrestre, ils se situent sur la ligne de fractionnement terrestre. Tout ce qui est en dehors n'appartient pas à la Terre. Donc, pour cette roche-là, il n'y a pas de coupe de fusion. Je vous ai dit, si on l'avait amené au labo, j'aurais dit, et on en emmène plein. Mais on m'a dit, non, ça, c'est pas une météorite. Je ne regarderai même pas. Donc, c'est vraiment un coup de génie que ces collègues ont analysé ces roches. Sur le plan géochimique, on arrive à avoir des signatures qui nous montrent que c'est différent. Analysé en tant que météorite, en tant que roche volcanique, c'est après qu'on s'est rendu compte que c'est. Alors, quand on analyse les roches, on utilise les mêmes techniques. C'est les techniques de géochimie. Donc, on fait de la microscopie électronique, on fait du MEB, on mesure les phases, on mesure la composition chimique, etc. Et là, c'est vraiment les isotopes de l'oxygène. Aussi, qui sont analysés dans les analyses dans les roches terrestres, mais quand on a une suspicion par rapport à une météorite et qui est très proche de roches terrestres, on va directement aller faire les isotopes de l'oxygène. Si vous permettez, je vais prendre assez installé la parole. Il y avait Mon épisode, d'accord. D'accord. Tout d'abord, je remercie M. Louis d'être parmi nous. De l'exposé, il y a plein de nouvelles informations. Et la question, enfin, c'est pas une question, c'est juste, comment dire, je reviens à l'andésite. Pas de problème, c'est une théorie. Mais l'information qu'elle apporte, ce n'est pas uniquement l'âge, mais à cette période-là, ça veut dire qu'il y a une planète évoluée avec, comment dire, une tectonique des plaques qui a permis d'obtenir une andésite. La majorité des météorites, ce sont des basaltes, ce sont des trucs de périodite, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas très évolué. Donc vous imaginez, les météorites qui arrivent, ce sont qui arrivent sur Terre, ce sont des météorites, si vous voulez, qui proviennent des planètes proches, qui ont le même âge, bien, qui ont la même origine que celle de la Terre. Mais là, la planète, je crois, qui a donné naissance à cette météorite, au moment où la Terre a été au stade chondritique, il y avait déjà une planète évoluée avec des, comment dire, avec la tectonique des plaques et la subduction. Parce que j'ai bien. Oui, enfin, oui, effectivement, donc c'est bien évidemment ce qui est exceptionnel aussi, non seulement l'âge, mais le type de roche. Le fait qu'on puisse avoir ce type de roche. Oui, alors, bon, ça c'est vraiment révolutionnaire. Cette étude, je pense qu'elle commence à faire, et il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites sur cette météorite. Malheureusement, on n'en a pas d'échantillon. Alors moi, j'ai une petite question. Alors, comme c'est un sujet qui est passionnant, donc ça manque pour notre intérêt. Donc nous sommes des amateurs, vous êtes encore professionnels dans le domaine. Il y a toujours des questions qui fracassent. Bon, d'abord, le problème de l'andésite. Je ne sais pas ma spécialité, je vais me permettre de transgresser un petit peu. L'andésite, on la connaît comme une roche d'origine d'un certain jeu dynamique terrestre, la subduction. Mais qui nous dit qu'il y a un autre contexte, qui est ailleurs, qui peut générer l'andésite. Ce n'est pas forcément subduction,
Ça d'une part. Alors, d'autre part, la question que je veux poser, c'est que les météorites, donc, ce sont en fait des boules de feu. À quel point une météorite peut conserver sa structure qui est d'origine. Parce qu'il y a l'impact, d'abord il y a la température, il y a aussi l'effet de choc, donc une grande pression, et après on fait l'analyse de la météorite. À quel point la météorite conserve la structure qui est d'origine. Donc, en fait, alors vous avez différents phénomènes que la roche va subir avant d'arriver sur moi. Bien sûr, le premier, c'est l'impact qu'il va faire qu'elle est extraite de son corps par an. Donc, il doit être un impact important. Et même si c'est un impact important, il peut avoir une incidence sur quelques minéraux. C'est le cas, par exemple, des météorites martiennes qui viennent d'un gros corps. Donc, pour qu'elles puissent être éjectées de ce corps, il faut que l'impact soit très très fort. Et donc, ça c'était le travail de TESDK, où nous avons démontré que dans les météorites martiennes, il y a moins de 1% de silice pur. Et cette silice pure, elle montre des polymorphes de haute pression. Mais la météorite en elle-même, elle n'est pas modifiée. Il y a des poches d'impact qui se forment, des poches de fusion qui se forment, mais la roche en elle-même, elle n'est pas modifiée. Il y a des petits endroits qui sont modifiés. Dans les chondrites, la roche n'est pas modifiée. Donc, quand on enlève la météorite de son corps parent, elle va subir un impact. Elle va subir une incidence. Quand elle traverse l'atmosphère en tant que boule, cette traversée, elle se chiffre en secondes, et elle n'a absolument pas le temps d'affecter l'intérieur de la roche. Ce qui est affecté, c'est uniquement une partie très fine qui est à l'extérieur et qui va former la couche de fusion, etc. Donc, aucun impact aucune incidence sur la nature de la roche à l'intérieur. Ensuite, quand elle tombe sur Terre, alors c'est deux choses l'une. Soit on va trouver une roche qui est cassée, etc., parce qu'elle a été freinée par l'atmosphère, bien freinée par l'atmosphère, selon sa taille, donc soit on va avoir une météorite, soit c'est vraiment quelque chose de très grand. Et donc, c'est ce qui va donner, par exemple, le cratère du Chicxulub, dans la baie du Yucatan, et qui fait à peu près 200 km. Là, l'impacteur, on ne le retrouve pas, parce qu'il a été complètement désagrégé avec l'impact. Et c'est ce qui donne la couche iridium, la couche cratée, que vous trouvez partout, c'est-à-dire que c'est pulvérisé et on ne le retrouve plus. Mais quand on a les météorites sur Terre, elles sont assez originales. Elles gardent leur caractère original du corps parent. Sauf peut-être, encore une fois, je le précise, quelques minéraux, et notamment c'est la silice pure et les plagioclases. Les plagioclases se transforment en verre de plagioclase qui est la masculinite. Et la silice pure, où vous avez différents polymorphes. Alors, il y a aussi quelques polymorphes de l'olivine, etc. Mais la roche en elle-même n'est pas modifiée. C'est-à-dire terrestre, vient des météorites et portait dans son intérieur des acides aminés. Donc, l'activité dans la mer, puis on connaît la suite. Est-ce que vous avez un axe de recherche dans ce sens, c'est-à-dire ce qui s'intéresse à tout ce qui est matière organique à travers les données spatiales? Au niveau de notre faculté? Oui. Non, au niveau de notre faculté, non. Je n'ai pas développé ces axes de recherche parce que, en fait, je collabore avec des collègues, notamment là, sur la météorite celle-là, parce que c'est une chondrite carbonée et qu'elle a justement une signature très intéressante aussi en termes de matière organique, en fait, de composés solubles organiques, de matière soluble organique. Et c'est un monde.
C'est un monde. C'est un monde qui est plus lié à la chimie qu'à la pétrographie et la minéralogie, la géochimie. Mais nous ne développons pas cette thématique dans notre université. Il y avait un étudiant, Moi, justement, j'avais donné la parole à un étudiant. Bonjour à tous. Observe. On prend conscience. Particularité le sud-est. J'ai pas bien compris la première partie de votre question. En fait, c'est le lien entre les roches terrestres et les roches extraterrestres. Oui, c'est ça. Des météorites. Minéralogiques, géochimiques, où on va utiliser exactement les mêmes techniques que pour étudier les roches terrestres aux roches extraterrestres, et on va voir que ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît sur Terre. Et par contre, pour étudier les météorites, il faut être déjà géologue à la base et connaître un petit peu la géologie, la géochimie, la pétrographie, la minéralogie. Donc il y a une analogie entre des roches extraterrestres et les roches terrestres en termes de composants minéralogiques, etc. Maintenant, quelle est la particularité? La particularité du Sahara, c'est que, en fait, comme il y a peu d'eau liquide, c'est que toutes les roches qui tombent, eh bien, elles ont plus de chances de rester longtemps, parce qu'elles ne subissent pas l'altération, ou elles subissent peu l'altération. Comparativement, si vous avez des roches qui tombent dans l'océan, ou bien dans une zone agricole où il y a de l'eau, etc., elles vont s'altérer rapidement, vous n'allez pas les retrouver. Alors que dans le désert, vous n'avez pas de végétation, vous avez peu d'eau, donc ce qui tombe s'accumule, reste. Donc, autrement, Vous allez expliquer beaucoup dans les propositions. Très bien, donc, autrement, je remercie les professeurs chinois ainsi que Sciences Parisien et mon ami ambassadeur d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé par leurs connaissances. Et je donne la parole à professeur pour clore cette journée. Merci. Merci. Je veux remercier les conférenciers qui nous ont donné aujourd'hui des conférences de qualité. On a découvert de nouvelles méthodes. Il y a des géologues, des pétrographes, des stratigraphes, des paléontologistes. On a l'habitude de travailler dans ce créneau. Maintenant, on voit d'autres méthodes qui interviennent, donc en particulier le météorite et le cycle et la télédétection. Je suis des interviews que vous voulez participer. Cette manifestation, je pense, pour avoir pensé à
à transformer cette journée en un colloque où je réfléchira. Également l'assistance, les collègues enseignants, les étudiants, il y a aussi beaucoup d'étudiants en master et des doctorats, des doctorants. Je les remercie pour leur patience, comme on est pratiquement au des heures. Et je vous remercie tous. Wow.